Au lycée, Étienne a convoqué Nathan pour lui parler de ses résultats scolaires, mais l'adolescent, défaitiste à l'approche du bac, a préféré esquiver le rendez-vous. Étienne le croise dans la cour à l'heure du déjeuner et l'interpelle. Il lui explique que le rendez-vous était important. Nathan lui explique pourquoi il estime que cela ne servira à rien. Nathan confie ensuite à Étienne qu'il a des blocages lorsqu'il le retrouve devant sa copie, ce qui génère du stress. Étienne pense savoir comment l'aider et invite Nathan à le suivre dans son bureau. Il propose à l'adolescent de lui apprendre à contrôler son stress grâce à la technique de respiration UGGI. Sceptique, Nathan se prête finalement au jeu, mais il a failli s'étouffer. Étienne garantit à l'adolescent que s'il fait cet exercice 2 fois par jour, il se sentira bien mieux. Il lui donne ensuite un autre exercice à combiner avec celui de la respiration UGGI. Étienne demande à Nathan de visualiser une couleur à chaque fois qu'il inspire. Chaque couleur qu'il visualisera lui apportera une ressource nécessaire dont il aura besoin à ce moment-là. Nathan se montre très motivé surtout quand Étienne lui explique que cet exercice lui servira dans n'importe quelle situation. Nathan met cet exercice plus tard en pratique en partageant un moment intime avec Angie. Nordine a pris sa décision au commissariat. Nordine est très fuyant avec Sarah et Roxane. Sarah pense que Nordine a pris sa décision et qu'il n'ose pas le leur dire. Roxane veut en avoir le cœur net et demande à Nordine s'il a réfléchi à leur proposition. Nordine lui explique qu'il n'a pas très envie d'en parler au commissariat et leur donne rendez-vous à midi au Spoon. Nordine a bien réfléchi à leur demande et annonce à Sarah et Roxane qu'il ne pense pas être la bonne personne pour être leur donneur. Il a pris le temps de peser le pour et le contre et compte tenu de son histoire personnelle, il pense qu'il n'arrivera pas à garder ses distances. Sarah et Roxane se montrent compréhensives devant Nordine. Elles savent pertinemment que leur demande n'était pas anodine. Mais les deux jeunes femmes sont en réalité très déçues. Elles espéraient vraiment que Nordine dise oui. Nordine avait remarqué que Sophie avait été perturbée quand il lui avait fait part de la proposition de ses collègues. C'est pourquoi, il passe à son bureau pour lui faire part de sa décision. Sophie lui explique qu'il ne doit pas s'empêcher de le faire à cause d'elle. Nordine lui assure que ce n'est pas le cas et lui avoue qu'il n'était pas à l'aise avec cette demande. Sophie le remercie de s'être inquiétée pour lui. Sarah et Roxane se remettent en quête d'un nouveau donneur et leur choix se porte sur Damien. Quand elle lui propose d'être le géniteur de leur futur enfant, Damien devient blême. Publicité: Vanessa a tué Louise. Au petit matin, Georges prétend être barbouillé. Vanessa lui a préparé une infusion sauge/menthe poivrée. Toujours en proie au doute, Georges ne préfère pas la boire et prétend à sa compagne que son infusion est trop brûlante. Après le départ de Vanessa, Georges appelle Sarah et lui demande de prévenir Martin qu'il sera absent. Il prétexte ne pas être bien. Puis, il verse son infusion dans la théière. Au commissariat, l'enquête sur le copycat progresse et un élément pourrait tout faire basculer. Dans la correspondance de Mercier, Nordine n'a rien trouvé qui puisse les mettre sur la piste d'un éventuel copycat. Mais Damien lui a quelque chose, un cheveu retrouvé au milieu des flacons de digitaline dans le coffre de la voiture de Tristan. Vu la longueur et la courbe, il ne s'agit pas de l'un des siens. Après avoir analysé, Damien sait que ce cheveu correspond à de l'ADN féminin, or il n'a trouvé aucune correspondance avec les victimes du copycat de Mercier. Martin et Damien en déduisent que le copycat est une femme, ce qui confirme ce qu'ils pensaient à savoir que Tristan est innocent et que le coupable cherche à lui faire porter le chapeau. Martin charge Damien de lui retrouver à qui appartient ce cheveu. C'est déjà en cours. Damien est en train d'interroger le fichier national. Si la copycat a déjà été impliquée dans une affaire, ils le sauront rapidement. Pendant ce temps, Georges mène son enquête sur Vanessa et sollicite l'aide de Victoire pour fouiller dans ses affaires. La jeune femme se rend chez son ex-compagnon et ferme la porte à double tour. Elle a trop peur que Vanessa n'arrive. Georges la rassure. Vanessa lui envoie toujours un message à la fin de son service. Victoire prend une photo de l'armoire pour qu'il puisse remettre tout en place et que Vanessa ne se doute de rien. Georges prend la mystérieuse boîte cachée dans un double fond. Victoire trouve la clé du cadenas caché dans les bijoux de Vanessa. Georges parvient à ouvrir la mystérieuse boîte qui contient un nécessaire à couture. Victoire pense que Georges s'est un peu monté la tête avec ses lettres et lui paraît improbable d'imaginer Vanessa en grand cerveau criminel. Georges n'est pas soulagé pour autant. Pourquoi Vanessa a-t-elle pris autant de soin pour cacher du fil et des aiguilles? Victoire émet l'hypothèse qu'il s'agit d'un souvenir de famille. Georges a alors une idée.
Il sait que le père de Vanessa vit toujours dans la région et que Vanessa ne lui parle plus depuis des années. Il demande à Nordine de lui trouver l'adresse de Paul Lehmann. Victoire et George rencontrent le père de Vanessa qui est en fauteuil roulant. Il leur confie que Vanessa et lui étaient assez proches quand elle était petite. Il dépeint Vanessa comme une enfant très douce qui a changé à la suite du décès de sa mère dont elle n'a jamais fait le deuil. Paul leur explique que Vanessa n'a pas supporté qu'il refasse sa vie avec Alice. Elle ne supportait pas de voir son père avec elle et lui a fait des crises de jalousie. Vanessa a même essayé de faire du chantage affectif à son père par rapport à sa mère. Quand Vanessa a eu 18 ans, Alice est décédée d'une crise cardiaque alors que Paul et elle devaient se marier quelques jours plus tard. Paul leur confie que Vanessa ne cherchait même pas à cacher qu'elle était satisfaite de la mort d'Alice. George se demande si Alice n'était pas la première victime de Vanessa. Victoire pense qu'il a besoin de se reposer parce que toute cette histoire le ronge. Pendant ce temps, Raphaël est convaincu de l'innocence de Tristan et veut une expertise psychiatrique de son client. Elle est certaine que les analyses prouveront qu'il est sain d'esprit. De son côté, George a besoin de réponses et confronte Vanessa. Il lui demande si elle a tué tous ces gens. Vanessa s'insurge et rappelle à George qu'elle a failli mourir. George persiste, et lui demande si elle est le copycat de Mercier. Vanessa ne comprend pas pourquoi George voudrait que ce soit elle. George lui avoue avoir trouvé des lettres adressées à Mercier signées du nom de sa belle-mère alors qu'elle était décédée 5 ans auparavant. Puis, il lui avoue avoir vu son père aujourd'hui. Vanessa affirme n'avoir rien à cacher. George assure à Vanessa qu'il l'aime et qu'il peut tout entendre. Mais Vanessa pointe du doigt à George que s'il l'aimait vraiment, il ne pourrait pas penser quelque chose aussi atroce d'elle. Vanessa